Bien, mais merci, bienvenue. Le défi ou le sujet qui m'avait été proposé, c'était d'accompagner son enfant à prendre conscience de ses besoins spéciaux. Puis, c'est pas un sujet sur lequel je me prononcerai comme experte, mais ça m'a beaucoup touché toute la démarche de réflexion, puis le travail, puis le questionnement qu'on peut avoir en tant que parent pour savoir comment s'y prendre pour bien soutenir nos enfants. Alors, je plonge avec vous, mais si vous avez des commentaires ou des histoires ou des succès, ça me fera plaisir là, qu'on puisse avoir vraiment un échange, peut-être plus comme Marie disait à la fin, mais je vais essayer d'incorporer vos commentaires au fur et à mesure de la présentation. Euh, pour m'aider, je vais partager mon écran. Puis ça va me permettre de mieux voir puis de suivre. Ah là là. Donc, c'est ça, accompagner son enfant. Et puis ça, c'est la belle image que vous aviez. Fait que ce que je propose comme plan pour l'atelier, c'est des pistes de réflexion en fonction des lectures puis de l'expérience vécue des personnes avec qui je travaille. Euh, Premièrement, c'est vraiment parler ouvertement des différences de notre enfant avec lui ou elle le plus tôt possible. Ensuite, c'est de vraiment travailler à aider notre enfant à développer sa confiance en soi et son estime de soi. Puis, il y a des petits outils que j'ai trouvés qui peuvent nous soutenir dans cette démarche-là. Et puis, Marie m'avait fait part du commentaire question d'un parent, puis c'était, en tout cas, là, j'ai réinterprété, mais j'ai l'impression que c'est comment équilibrer nos approches parentales dans comment est-ce qu'on peut soutenir nos enfants pour les mener à plus d'autonomie, puis éviter de créer une dépendance. Puis je pense que des fois, ça peut être un défi quand on a des enfants qui ont plus de difficultés que les autres, qu'on veut soutenir, puis on fait face aux pressions sociétales, aux commentaires des personnes dans notre entourage, puis de savoir naviguer ça, puis d'être confortable avec le choix, puis l'approche qu'on choisit en tant que parent. Hop, hop. Ouais. Donc, la première partie, c'était vraiment depuis quelques années, en fait, moi, je suis ergothérapeute, puis je travaille avec les enfants euh, qui peuvent avoir des défis différents, mais depuis quelques années, la plus grande part de ma pratique se retrouve chez les personnes autistes. Donc, c'est vraiment le milieu dans lequel je suis peut-être le plus confortable, où j'ai le plus d'expérience. Et puis, on retrouve depuis peu beaucoup d'experts en autisme qui sont autistes eux-mêmes. Alors, ils sont capables de parler de leur vécu personnel, puis de ce qui leur convient, puis des choses qu'ils ont subies ou reçues comme service qui étaient aidantes ou pas aidantes. Puis, ce qui ressort beaucoup, c'est que euh, plus ils en savent sur eux-mêmes, sur quelles sont leurs différences, comment leur cerveau fonctionne, plus c'est aidant pour eux. Il y a des recherches qui démontrent que euh, les personnes autistes s'entendent mieux entre elles. Ils ont comme une meilleure connaissance ou une meilleure compassion. Il y a comme un problème de communication s'ils sont dans un groupe avec des personnes non autistes. Tu sais, déjà d'identifier, ça aide nos enfants à peut-être retrouver un groupe avec qui ils vont se sentir plus à l'aise. Euh, il y a plein de ressources. Fait que si ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, mais on peut creuser plus. Je peux vous envoyer davantage de ressources, des témoignages de personnes autistes qui expriment quel soulagement ça a été pour eux d'enfin apprendre qu'elles étaient autistes, par exemple. Parce que avant de savoir qu'elles étaient autistes, elles avaient l'impression que c'était elles qui fonctionnaient pas bien, qui arrivaient pas, puis que s'ils travaillaient plus fort, ils réussiraient. Mais le fait de se reconnaître comme autiste, ben, ça leur amène à
une meilleure compréhension puis connaissance d'eux-mêmes. Alors, ils sont capables d'articuler leurs besoins plus facilement, puis ils sont capables ben, c'est ça, de comprendre pourquoi certaines choses sont plus difficiles pour elles, de reconnaître il y a toujours deux côtés à une réalité, à une médaille. Donc, être autiste, ça veut dire peut-être que les interactions sociales, notre environnement sensoriel est plus overwhelming, surstimulant pour nous, mais ça veut aussi dire qu'on a des capacités extraordinaires quand on est autiste. On peut être capable de vraiment se concentrer sur quelque chose qui nous intéresse vraiment. On peut avoir un œil pour le détail. Euh, fait que c'est ça, le plus on connaît sur notre condition, le plus c'est facilitant. Euh, une, une ressource que j'ai trouvée la semaine dernière que j'adore, c'est Emily Hammond. Elle est autiste et orthophoniste, et puis elle est maman de trois enfants neurodivers. Et puis, elle cherchait des ressources, et puis elle n'a pas trouvé, alors elle les a créées elle-même. Donc, Let's Talk About Your Brain, c'est une ressource qui est gratuite, qui est vraiment une ressource qui sert à aider, accompagner les parents, dans le fond, dans l'annonce du diagnostic puis l'explication du diagnostic pour leur enfant autiste. Elle a aussi créé un guide que je trouve vraiment intéressant, puis c'est Helping Neurodivergent Students Find Success in the Classroom. Et puis ça, ça peut être utilisé, mettons, un parent ou un thérapeute avec un enfant prépare ce document-là, puis ils peuvent le présenter à l'école pour aider l'enseignant à comprendre c'est quoi les stratégies qui vont être aidantes, ou ils pourraient même le présenter au groupe classe. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait servir à ce niveau-là. Euh, Quand je travaillais au Québec, je travaillais dans un milieu de déficience physique, donc avec des enfants qui avaient des besoins plus physiques. Et puis, notre équipe allait souvent dans les écoles les enfants qu'on servait fréquentaient, puis on faisait des ateliers pour toute la classe, où on essayait de faire vivre l'expérience un peu d'un enfant. Donc, je me souviens pour un enfant qui avait une dysplégie spastique, donc paralysie cérébrale, il avait de la difficulté à bouger ses jambes. Bon, là, on a fait faire des activités à toute la classe où il devait monter les escaliers deux par deux avec des poids aux chevilles pour que tous les enfants réalisent à quel point se déplacer pour cet enfant-là, c'était vraiment un effort extraordinaire. Puis, comme de raison, on savait quels enfants avaient peut-être été moins délicats ou moins compatissants avec l'élève en question. Alors, eux, ils recevaient les plus gros poids pour leur cheville pour vraiment qu'ils ressentent la situation. Puis c'était vraiment un atelier où on invitait les enfants à poser leurs questions, des fois qui étaient trop gênés de poser à l'enfant ou des préconceptions qu'il y avait. Puis le, le retour qu'on avait des familles, des enseignants, c'est que ça aidait vraiment aussi au niveau des relations avec les pères à l'école. Un autre outil, ben c'est ça, c'est de chercher des livres qui peuvent aider à établir le dialogue avec nos enfants pour qu'ils puissent s'identifier. Alors, j'ai trouvé celui Just Like Me. C'est un livre avec plusieurs personnes célèbres qui ont des conditions différentes. Donc, pour que l'enfant puisse s'identifier à des modèles qui ont un vécu peut-être semblable au sien pour vraiment briser cet isolement et cette perception qu'ils sont seuls à vivre les difficultés. Donc, je pense que ça peut être vraiment des outils intéressants. Une autre ressource que j'ai trouvée, que j'ai bien aimée, et là, je vais essayer de faire une passe. Je vais vous partager une petite vidéo YouTube. Je rêve d'un monde où la diversité. Est-ce que vous avez le son? On avait le son, mais on l'a plus là. Je me Il y a sens du... différente, mais je me suis sentie différente dès mon entrée à l'école. Et déjà au primaire, j'allais dans une école de banlieue, puis mon milieu culturel italo-cubain, c'était assez différent de tous mes amis québécois. Donc déjà là, je me sentais assez différente. Puis après ça, au secondaire, je me sentais aussi un peu à part de mes amis, qui étaient toutes des kicks sur des gars, puis je me sentais vraiment pas là-dedans. Je me sentais différente. Puis
C'est vraiment après que j'ai appris à m'accepter et à voir ces différences-là comme une grande qualité. Si tu te sens pas confortable avec ta différence, je te dirais que de l'accepter, c'est vraiment le premier pas pour te sentir mieux dans ta peau, te sentir mieux dans ta vie. Quand on se sent différent puis on se sent à part, c'est là que ça devient lourd des fois pour sa santé mentale. Donc, de l'accepter puis de voir que c'est une qualité, c'est tellement beau d'être différent, puis c'est ça qui te rend plus heureux d'accepter ta différence. Et moi, quand j'ai appris à voir ma différence comme une qualité, ça m'a aidé à me sentir mieux, mais d'être plus authentique, puis qu'ils me connaissent vraiment pour qui je suis et non pas pour une image que je présenterais au monde. Donc, ça m'a beaucoup aidé de m'accepter. J'étais plus heureuse. Je pense que c'est vraiment au cégep que j'ai appris à accepter ma différence, puis je me suis sentie beaucoup plus épanouie à ce moment-là. La diversité, c'est vraiment une force parce que ça permet d'avoir un monde plus inclusif, un monde où tout le monde se sent mieux. En ce moment, si on se dit qu'on veut pas être différent, qu'on veut être normal, ben on tend vers une normalité qui n'existe pas. C'est des standards impossibles à atteindre, puis ça fait qu'on fait juste ne pas être qui on est vraiment, puis on a des relations qui sont moins authentiques parce qu'on ne se sent pas soi-même intégralement. Puis un monde plus inclusif, mais c'est un monde où il fait mieux vivre. Puis même dans le comité jeunesse, on a toutes des personnalités différentes. Puis c'est ça qui fait qu'on s'entend aussi bien puis qu'on peut faire des projets aussi intéressants puis aussi pertinents. Mais c'est parce qu'on a toutes quelque chose de différent à apporter. On peut pas tous être pareils. Puis si on était tous pareils, ça fonctionnerait pas. Puis on pourrait pas avoir autant d'idées. Si je me permets de rêver un monde plus inclusif, je rêverais d'un monde où tout le monde se sent bien, tout le monde se sent à l'aise, tout le monde se sent prêt à être qui il est à la face du monde, puis se sent pas gêné de sa personnalité, de ce qu'il veut faire, de qui il est. C'est un monde plus inclusif où ça fourmille d'idées qui viennent de toutes parts puis qui sont toutes différentes. Donc vraiment, où la différence, elle est célébrée, puis où elle n'est pas mise de côté. Qui est disponible gratuitement. Fait que c'est vraiment un produit clé en main. Fait que si vous voulez soutenir vos enfants, soutenir l'équipe école pour aider à présenter des ateliers sur la différence puis l'inclusion, c'est la trousse tel jeune atelier, les sans différence. Fait que c'est pas nécessairement concentré ou centré sur les différences au niveau des différences d'apprentissage, mais je trouve que ça ouvre vraiment le dialogue, puis on peut facilement intégrer puis inclure ces notions-là. Euh, c'est ça, par la suite, pour vraiment les adapter spécifiquement aux défis de nos enfants. Je trouve le plus spécifique on est, le mieux c'est. Au niveau de soutenir des enfants. Fait que c'est ça. Fait que cette ressource-là, j'ai déniché puis j'ai vraiment apprécié. Ensuite, ben, l'étape 2 fait qu'une fois qu'on sent que notre enfant est capable de bien expliquer, comprendre sa différence, ben, on veut s'assurer euh, de bâtir sa confiance en lui ou en elle. C'est démontré malheureusement que les enfants qui ont des différences, ils ont souvent des manques de confiance en eux, particulièrement dans les milieux scolaires quand ils ont l'âge de voir puis de se comparer avec les autres. Alors, je trouve que c'est vraiment important de contrebalancer l'effet qui peut être euh, pas optimal à l'école avec un travail à la maison pour pallier puis pour vraiment aider l'enfant à bien connaître puis croire en ses capacités, connaître ses forces, ses défis. C'est ça. Donc, des choses qu'on peut faire en tant que parent pour aider notre enfant à bâtir sa confiance en lui, c'est vraiment lui permettre d'explorer librement son environnement. Puis je trouve que dans notre culture, depuis les 40 dernières années, on donne de moins en moins de liberté à nos enfants. On les garde de plus en plus près de nous. Ils sont souvent très euh, leur horaire est très structuré, organisé, même après l'école, avec des activités, mais vraiment d'avoir des temps libres où ils sont pas nécessairement sur leur écran ou nécessairement pas sur leur écran, où ils peuvent aller explorer leur environnement extérieur, mettre
leur corps à l'épreuve un peu, puis faire des découvertes par rapport à eux. C'est quelque chose qui aide à bâtir la confiance en soi. Euh, Aussi, faire attention de valoriser les efforts de nos enfants, pas seulement les résultats. Fait que je trouve que si on mise trop sur le résultat final, on nie tout l'effort que l'enfant fait. Puis souvent, si on a des enfants qui ont des défis au niveau des troubles d'apprentissage, quoi que ce soit, le résultat, il va peut-être pas être à la hauteur de nos attentes ou de ses attentes à lui ou elle. Donc, de vraiment concentrer puis faire voir, reconnaître les efforts que l'enfant fait, c'est une façon de pallier à ça. Euh, Ce que j'ai lu, c'est le fait d'avoir une constance au niveau de la routine, au niveau de notre capacité de répondre aux besoins de l'enfant, c'est aussi quelque chose qui va l'aider à être plus confiant. Euh, une autre chose que je trouve qui est une très bonne idée, c'est de donner des responsabilités qui sont adaptées aux capacités de l'enfant. Fait que dans la vie de tous les jours à la maison, d'offrir des opportunités, de donner des responsabilités aux enfants, ça les aide à sentir qu'ils font partie de la maison, de la communauté, famille. Ah, puis ça nous donne aussi l'opportunité de renforcer puis de complimenter leurs efforts puis leur contribution à la famille. C'est ça, de les encourager à essayer des choses nouvelles. Des fois, c'est un peu plus difficile si on a des défis, mais fait que c'est vraiment d'y aller étape par étape, de souligner les efforts quand l'enfant essaie quelque chose de nouveau pour la première fois, si ça c'est quelque chose qui est difficile pour lui. Et puis, il y a un parent qui avait partagé que quand leur enfant réussissait pas ou s'il y avait des échecs, c'était vraiment un effet dramatique qui se passait ou dans le fond, l'enfant euh, établissait une correspondance entre sa valeur propre puis le résultat ou l'échec, dans le fond. Alors, c'est des stratégies que moi, je peux utiliser, que j'ai déjà utilisées en thérapie. Un exemple, c'est un enfant qui voulait apprendre à faire du patin roue aligné, mais qui avait tellement peur de tomber. Puis s'il tombait, c'était catastrophique pour lui parce que là, il n'avait pas réussi, c'était l'échec. Ben, la stratégie qu'on a eue, c'est qu'on est devenus des champions pour tomber. Fait que pendant 3 sessions, on s'est pratiqué à tomber pour bien tomber. C'est-à-dire que c'est important de tomber comme il faut pour pas se faire mal. Fait qu'on on faisait exprès pour tomber, puis ça l'a vraiment comme dédramatisé l'idée qu'il se faisait qu'il fallait qu'il n'avait pas le droit, dans le fond, à l'échec, puis ça l'a aidé à surmonter c'est ça, ce défi-là qui s'était donné qui n'était pas réaliste. Donc, euh, moi, je dis toujours que si je me trompe, c'est parce que je suis en train d'apprendre. Fait que, tu sais, il y a des petites formules qu'on peut s'entraîner nous-mêmes, je trouve, à dire puis à soutenir nos enfants. Souvent, on fait des jeux où on fait des erreurs par exprès, puis c'est drôle. Donc, ça aussi, c'est une façon de dédramatiser au niveau des erreurs. Puis de ne pas être gêné en tant que parent de faire part de nos erreurs à nous aussi, tu sais, pour que l'enfant voit que tout le monde fait des erreurs, même nos super parents. On a une petite question dans le chat sur cette partie-là de la présentation. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour identifier les responsabilités? Qu'est-ce qu'on peut donner à quel âge? Quand tu dis en fait dans ta présentation donner des responsabilités alignées avec l'âge de l'enfant, est-ce que tu as des conseils sur quoi donner à quel âge? Je trouve que c'est délicat parce que si on parle d'un enfant qui a des besoins particuliers, on peut pas avoir une attente par rapport à l'âge nécessairement. C'est vraiment de voir où il est, ce dont il a la capacité. Mhm, Je pourrais voir, j'ai une fiche qui parle de l'autonomie, peut-être, ça pourrait être comme un guide, mais pas voir l'âge, plutôt la séquence de développement, ce serait peut-être mhm. plus gagnant que d'avoir un âge correspondant. Fait que je vais me faire note, j'ai pas.
de chercheurs de Ça me semble l'histoire. super intéressant parce que moi j'avais trouvé en effet une grille qui dit âge par âge, mais qui Mhm. tient pas compte en effet des disparités de développement d'un enfant à l'autre. Donc je pense que cette fiche sera super intéressante pour Oui, c'est plus, tout le monde. c'est ça, c'est plus de voir c'est quoi la séquence de développement puis de le prendre là où il est. OK. Est-ce que ça répond? Oui. Ensuite, on parlait de bâtir la confiance en soi, mais là, on parle maintenant de l'estime de soi. Fait que c'est des concepts qu'on utilise des fois de façon, c'est ça, équivalente, mais l'estime de soi, c'est vraiment notre amour propre. C'est de la conscience de ma valeur personnelle en tenant compte de mes forces puis de mes défis. Fait que la confiance en soi, c'est vraiment connaître mes forces puis mes défis. Puis l'estime, ça, c'est un peu plus large parce que c'est vraiment de s'aimer soi-même euh, en tenant compte de nos réalités finalement. Donc, des stratégies pour développer l'estime de soi, c'est démontrer un amour inconditionnel à notre enfant. Euh, puis on fait ça entre autres en répondant avec constance. D'avoir des attentes réalistes envers notre enfant, encore de lui donner des responsabilités proportionnelles à ses capacités, fait que ça se recoupe un peu. Mais c'est pour travailler son sentiment d'appartenance, offrir un cadre rassurant avec des règles claires. Fait que quand l'enfant sait ce que sont les règles, ça ne veut pas dire que tout va bien. Il va sûrement protester puis s'opposer, mais ça va être très sécurisant pour eux de voir que les choses ils sont vraiment clairs, que le cadre n'est pas changeant. Travailler, favoriser l'autonomie, mettre l'accent sur les forces, souligner ce qui est bien fait. Il y a je manque de mots parce que je suis un peu fatiguée, mais c'est pas un proverbe, là, mais quelque chose que les gens disent, c'est qu'il faut arroser les fleurs puis pas les mauvaises herbes. Fait que quand on donne beaucoup d'attention aux choses qui sont pas bien faites, ben, c'est là qu'on met notre énergie. Tandis que si on cherche à trouver les choses qui ont été bien faites, puis on met l'attention puis notre focus là-dessus, ben, ça aide à construire l'enfant. Fait que si la tâche, elle n'est pas complétée, ben, s'attarder à wow. Bon, tu as essayé de t'habiller tout seul, t'as pas réussi à mettre ton chandail à l'endroit, mais t'as mis tes chaussettes et tes pantalons comme il faut. Bravo! Fait qu'on va renforcer ça plutôt que de focuser sur ce qui était pas bien réussi. C'est ça. Fait qu'un enfant qui a des troubles d'apprentissage, qui va être plus fragilisé, peut-être s'il n'y a pas le soutien qu'il faut à l'école, mais ça va être vraiment important de trouver des activités parascolaires où il va pouvoir se sentir compétent. Fait que de vraiment suivre ses intérêts, puis ses capacités, puis lui permettre de voir que c'est pas grave si à l'école c'est difficile, il y a d'autres aspects de lui où il y a des forces. Puis avoir du plaisir avec votre enfant, utiliser l'humour pour dédramatiser les erreurs. À l'école, fait que ça pourrait être des pistes pour les enseignants si jamais vous avez une communication, un dialogue avec eux. C'est vraiment important que l'équipe école respecte le rythme de l'enfant, qu'ils aient des objectifs réalistes, de prévoir des tâches qui sont adaptées aux besoins de l'élève, de valoriser les... Ça, ça se recoupe de travailler le sentiment d'appartenance euh, par des activités parascolaires ou des activités hors classe. Prévoyez, bon, ça serait d'avoir un plan d'intervention, avoir une présence bienveillante avec les plus vieux, ça peut être intéressant que l'enseignant ait un code avec l'enfant pour que l'enfant puisse demander de l'aide discrètement ou si l'enfant, je pense aux enfants autistes qui sont souvent en surcharge dans une classe pour demander la permission de quitter la classe, tu sais, peuvent s'entendre avec leur enseignant pour que l'enseignant sache, OK, c'est parce qu'il a besoin de bouger ou il a besoin de réduire le stimuli, donc il y a la permission de partir sans que ça fasse toute l'attention soit portée sur eux. Et puis pour les parents, c'est vraiment important de vraiment maintenir la communication avec l'équipe école. Dominique?
Oui. Tu parles de prévoir un plan d'intervention adapté aux besoins de l'enfant. Est-ce que dedans, tu as comme des éléments spécifiques qui pourraient être mis en lien avec l'estime de soi? Je dis ça dans le sens où le plan d'intervention est souvent en fait adapté à chaque enfant. Je voulais savoir si derrière, en fait, tu avais des spécificités parce que, en tant que parent, le plan d'intervention, c'est un outil où parfois on peut se sentir un peu démuni dans la discussion avec l'école. Ben, je pense que eux, ce qu'ils disent, dans le fond, si le plan d'intervention, il fait en sorte que les besoins, les approches pédagogiques, les exigences, les objectifs qui sont travaillés soient vraiment en fonction des capacités puis du rythme de l'enfant, de pas, tu sais, pour que l'enfant puisse vivre des succès académiques, je pense que ça va favoriser son estime de soi. Tu sais. Fait que Mhm. si ton enfant arrive pas à suivre le rythme du groupe classe, ben, de s'assurer qu'il y a des moments de travail qui sont adaptés à ses besoins, à Ok. lui ou Donc à finalement, c'est... parents, c'est de dire, OK, c'est vrai, c'est difficile l'école, mais comment on peut faire en sorte qu'il s'amuse, puis qu'il a du plaisir, puis qu'il se sent, qu'il fait partie de la communauté, fait que peut-être qu'il va avoir une responsabilité ou une tâche qui va être valorisante pour lui ou elle, mais qui ne sera pas nécessairement liée à l'académique. Ouais. Ok, donc finalement, ce que tu dis, c'est en tant que parent, faire attention à ce qui est proposé dans le plan d'intervention pour garder du plaisir à l'école pour l'enfant et donc qu'on continue finalement à advocate pour Mhm. nos enfants et être sûr que le plan d'intervention soit adapté. C'est ça, c'est un point d'attention. Je pense que en tant que parent, quand vous allez à un plan d'intervention, tu sais, vous avez, c'est votre espace pour vraiment travailler là-dessus, puis dire, écoutez, quand mon enfant revient de la maison, ouais, on revient à la maison après l'école ou le matin, il veut tellement pas y aller parce qu'il est pas connecté ou il sent pas qu'il fait partie du groupe. Tu sais, en tant Oui. que parent, vous pouvez vraiment exiger que ça fasse partie de quelque chose que l'équipe école priorise. Mhm. Ouais, Ouais. merci beaucoup. Euh, je pense qu'on l'avait déjà fait, celle-là. Donc, la prochaine, puis ça, je ne sais pas si j'y crois à 100%, mais c'est une fiche que j'ai trouvée facile à partager, qui peut peut-être fonctionner. Donc, c'est comment complimenter les enfants sans les flatter. Puis aussi, tu sais, je pense que quand on a un enfant qui a des difficultés, des fois, c'est vraiment douloureux pour nous-mêmes en tant que parents d'accepter. Il peut y avoir de la culpabilité. Je ne sais pas c'est quoi toutes les émotions qu'on peut avoir, mais en tant que parent, ça nous fait souffrir de voir notre enfant en détresse. Donc, une réaction qu'on peut avoir, c'est de vouloir tout réparer, puis de dire non, t'es super bon, t'es champion, t'es bon. Mais quand il arrive à l'école, il est confronté à d'autres réalités, puis ça peut jouer contre nous un peu si on a été trop enthousiaste par rapport à ses capacités. Dans le fond, fait que je trouve que ce qui est gagnant, c'est vraiment d'être très, très précis quand on fait un compliment à nos enfants, puis très spécifique. Donc c'est ça. Puis peut-être de ne pas en faire des plats, puis comme on parlait plus tôt, de parler ou de féliciter l'enfant pour les efforts ou pour le processus, pas s'attarder aux résultats en tant que tel. Fait que c'est ça. Fait que ça revient un peu à ça. Puis de valider aussi les émotions qui sont plus difficiles. De dire, bon, tu sais, c'est vrai, t'es déçu, t'es triste, c'est difficile. Puis décourageant d'avoir une note qui n'est pas à la hauteur du travail fourni. Mais là, t'es pas content de ta note. Fait que, tu sais, de pas essayer d'effacer la déception de l'enfant, mais de reconnaître là où il est, reconnaître son émotion, mais, puis de l'accueillir là-dedans, ça peut déjà faire baisser l'ampleur de l'émotion, qu'ils se sentent bien, bien soutenus, bien écoutés. Une façon de s'intéresser à l'enfant, c'est simplement de lui poser une question. Wow, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu as imaginé? Comment tu as fait ça? Euh, Ah, oui, là, c'est quelque chose qui est un peu plus nouveau. Ben, en fait, pas vraiment nouveau, mais c'est nouveau que j'en parle avec mon chapeau d'ergothérapeute.
Quand j'étais à l'université, j'ai eu le privilège de faire une formation dans laquelle on apprenait à faire des relectures. Euh, mais qu'est-ce qu'une relecture? Donc, je veux un peu vous expliquer ça, puis sans aller dans beaucoup de détails, je trouve il y a des pistes euh, que vous pourrez utiliser, reprendre avec votre enfant pour aider à bâtir sa confiance en lui, puis ses forces, puis sa connaissance de soi. Donc, la relecture, c'est une approche qui a été développée par Madame Janine Guindon, qui est la fondatrice de la profession de la psychoéducation, il paraît, au Québec et de l'Institut de formation humaine intégrale de Montréal. C'est un moyen qui permet à l'enfant de partager son expérience avec quelqu'un qui s'intéresse vraiment à lui. Donc, c'est vraiment une boîte à outils sur comment amener l'enfant à partager son expérience. Le but de la relecture, c'est de permettre à la personne d'atteindre une représentation de soi différenciée, ce qui la conduira à une perception vraiment différenciée d'elle puis de son entourage. Puis, c'est ça. Fait que c'est vraiment une démarche qui nous amène à nous remettre dans l'action, à retracer nos décisions, puis à découvrir nos forces. Fait que j'essaie de décortiquer, j'espère que ça fait du sens pour vous. Donc, quand on fait une relecture, on choisit toujours une expérience que l'enfant a vécue, dont il est fier. Donc, euh, à l'Institut, on appelle ça chercher une maison. Fait que c'est vraiment chercher une expérience où la personne, elle était participante à part entière et qu'elle a bien réussi, puis elle est vraiment contente de ce qu'elle a fait. Et puis, tu sais, c'est facile quand vous faites l'accueil de votre enfant à la fin de la journée ou autour de la table de repas ou avant de se coucher. Des fois, c'est des bons moments où on a des temps un peu plus intimes, où on connecte vraiment avec notre jeune. Fait que c'est de lui dire, bon, comment ça s'est passé ta journée? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as joué avec tes amis? Fait que vous connaissez vos enfants, vous connaissez leurs défis, leurs forces. Fait que choisissez quelque chose où elles étaient vraiment sur leur force et dans l'action. Alors une fois qu'on a établi la situation, on va leur demander de creuser, de retourner dans l'expérience. Alors, en choisissant un verbe d'action qu'ils ont dit, puis on dit, mais quand tu dis que tu as construit une tour, comment tu as fait ça? Tu sais, tu sais, je prends des exemples anodins, mais c'est vraiment, reprend toujours les mots de l'enfant, puis on leur demande comment ils ont fait ça. Fait que là, ils vont dire, ben, j'avais un plan, ou je sais pas trop. Quand tu dis que tu avais, comment tu as fait ton plan, tu sais, fait que c'est vraiment de les remettre dans l'action, puis on demande jamais pourquoi. Si on demande pourquoi, on leur demande de réfléchir puis de sortir de l'expérience. Fait que dans cette étape-ci, c'est vraiment le mot-clé, c'est comment tu as fait le verbe d'action de ce qu'ils viennent de vous dire. Puis on creuse, puis ça peut être un peu pénible au départ, peut-être que c'est intéressant, puis peut-être qu'au départ on creuse moins parce que là l'enfant perd intérêt, mais à un moment donné, l'enfant il va devenir un peu plus silencieux ou pensif, il va peut-être rougir ou sourire, puis c'est là qu'on réalise qu'il s'est vraiment vu dans l'action, fait qu'il commence à réaliser qu'est-ce qu'il a fait. Fait une fois qu'il est dans cette énergie-là, si on veut, on met de la lumière. Fait que là, on lui demande de sortir un peu puis dire, mais qu'est-ce que tu vois que tu as fait au bout du compte? Fait que là, tu as revisité l'expérience avec l'enfant, mais là, tu lui demandes, oh, wow! Fait que c'est un peu un résumé. Qu'est-ce que tu vois que tu as fait? Fait que ils vont vous répondre. Et puis, la dernière partie, puis ça, c'est vraiment à vous d'être le plus spécifique que vous pouvez avec l'expérience que l'enfant vous a racontée, avec les choses que vous savez qui manquent peut-être plus de confiance en lui, mais qu'il a réussi à faire dans cette situation. Vous pouvez lui demander, mais qu'est-ce que ça dit dans le fond, dans ta capacité? Puis là, ça peut être de gérer ton temps, de persévérer, de vivre des délais, de t'ouvrir à l'autre, ton engagement envers telle personne ou telle cause. Fait que, tu sais, vous les connaissez, vos enfants. Là, je pense à un enfant autiste, peut-être qui
ou un enfant qui a un trouble d'attention, qui est très impulsif, mais qui te raconte quelque chose, puis qui a été capable d'attendre, de vivre un délai, fait que, tu sais, qu'il puisse se voir avec cette capacité-là, même si elle est pas nécessairement toujours présente, mais ça l'aide à construire puis à faire confiance, puis c'est ça. Fait que là, il va. Dans le fond, c'est vraiment. euh, on nourrit ses forces dans le fond, puis on l'aide à vraiment, vraiment en prendre conscience. Puis ce que j'aime beaucoup de cette approche-là, c'est que souvent, en tant que parent, on peut faire un compliment ou en tant qu'adulte, si quelqu'un nous fait un compliment. Mais c'est facile de faire, bah oui, c'est ça qu'il pense, ou ben, elle ne connaît pas vraiment, tu sais. Mais le fait de faire la relecture, c'est qu'on amène la personne à le dire puis à le voir par elle-même. Fait que là, elle peut pas nier ce qu'elle a dit elle-même. Fait que il y a vraiment une intégration qui se fait qui est assez fascinante. Fait que, oh, je repartage, désolée. J'essaie d'être cool, là, mais ça marche pas. Ah, fait que, fait que la fiche suivante, c'est ben, c'est ça, c'est juste d'autres exemples de force que vous pouvez comme souligner quand vous posez la dernière question. C'est qu'est-ce que tu vois comment tu vois que tu as fait telle chose. Ça s'en vient dans le temps. Ensuite, la question que tu avais reçue, Marie, par rapport à équilibrer les approches parentales pour mener vers l'autonomie et non la dépendance. Ce qui m'est venu comme réflexion, c'est, bon, moi j'ai une prémisse de base, c'est que les enfants, ils réussissent bien quand ils le peuvent. Fait que ça, c'est le docteur Ross Green qui travaille encore dans beaucoup d'écoles américaines avec les enfants qui ont les plus gros troubles de comportement, qui sont des jeunes délinquants. Puis lui, ils disent, quand l'enfant peut bien réussir, c'est toujours plus payant de bien faire. Fait que quand les enfants ils ont des débordements ou qu'ils réussissent pas, c'est vraiment parce qu'ils n'y arrivent pas. Fait que ça nous amène vraiment à être plus compatissants avec les enfants. Euh, j'ai pas fait de fiche là-dessus, mais ce médecin-là, il parle des jeunes qui sont des communicateurs chanceux, puis de ceux qui sont malchanceux. Fait que les communicateurs chanceux sont ceux qui vont nous dire qu'ils ont besoin d'aide, ou qui vont pleurnicher, ou qui vont devenir plus refermés sur eux-mêmes. Eux autres, ils sont des communicateurs chanceux parce que leur façon de communiquer leurs difficultés, elle augmente notre empathie envers eux, puis elle nous amène à vouloir les aider puis les soutenir. Les communicateurs qui sont moins chanceux ou pas chanceux, c'est ceux qui vont avoir des explosions, qui vont se choquer, qui vont déchirer leurs feuilles, qui vont crier ou qui vont se sauver. Ils nous communiquent la même chose, qu'ils ne sont pas capables de rencontrer les attentes, mais la façon dont ils s'expriment ou dont ils communiquent, diminue notre empathie envers eux. Puis c'est les enfants envers qui ils vont avoir des plans d'intervention pour le comportement. Donc, on va nier ou on va focuser sur leur façon de s'exprimer plutôt que sur ce qui fait qu'ils n'ont pas été capables de réussir. Fait que ça, c'est vraiment un pivot, je trouve, qui amène beaucoup plus de compassion si on est capable de, de réfléchir à cette façon-là. Puis je trouve elle est beaucoup plus, en tout cas, en lien avec mes valeurs personnelles, disons. Euh, donc, reconnaître que les enfants réussissent bien quand ils le peuvent. Ensuite, je trouve que ce qui est important en tant que parent, c'est de vraiment bien connaître la condition de notre enfant, son diagnostic, les implications au niveau de ses défis. Fait que le mieux, nous, on connaît notre enfant, le plus réaliste on peut être par rapport à nos attentes envers eux. Ce qui est plus complexe, je pense qu'on parlait des troubles anxieux ou des troubles peut-être sensoriels
ou des enfants autistes qui ont parfois des capacités en dents de scie. Fait qu'un jour, oui, je suis capable, l'autre jour, non, pas du tout, oui, non, oui, non. Fait que c'est vraiment plus difficile de s'ajuster parce il faut qu'on regarde plus l'entourage plus large que de dire, ben là, tu l'as fait hier, tu dois le faire aujourd'hui. Mais s'il le fait pas aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est différent dans lui au niveau de l'accès à ses capacités. Euh, J'essaie de trouver la raison, comment j'ai fait le lien. Ah. Fait que c'est ça. Fait que un peu, dans le fond, ça reprend un peu ce que Ross Green il dit. Ça, c'est Greg Santucci qui a préparé ce visuel-là que j'ai traduit par moi-même, là, sans permission. Fait que peut-être pas trop partagé. Je vais lui envoyer pour voir s'il veut bien le mettre sur son site. Mais lui, il y a ce graphique-là en anglais qui est disponible gratuitement. Puis c'est en anglais chase the why. Donc j'ai dit chasser le pourquoi du comportement. Fait que si l'enfant porte pas attention, fait pas son travail, suit pas les consignes, au lieu de s'emporter ou de se choquer, c'est d'essayer de creuser un peu plus loin puis d'essayer de voir mais comment ça se fait? Fait que là, c'est vraiment d'ouvrir notre regard plus large. Est-ce qu'il est concentré sur autre chose? Est-ce qu'il n'a pas bien dormi? Est-ce qu'il se sent submergé ou overwhelmed? Est-ce qu'il est arrivé en retard à l'école? Est-ce qu'il y a du stress à la maison? Fait que c'est vraiment d'ouvrir notre perception pour essayer de voir qu'est-ce qui peut être derrière certains comportements ou certaines difficultés, finalement. Euh, L'autre chose qui nous apporte, que j'aime beaucoup, c'est nous amener à comprendre le cerveau. Fait qu'on lui parle du cerveau à l'étage supérieur, puis du cerveau sous-sol. Euh, alors, il faut que le cerveau sous-sol, il soit bien équilibré et pas en détresse pour avoir accès aux capacités supérieures. Fait en tant que parent, si on a un enfant qui a de la difficulté ou qui réussit pas à faire une tâche, il faut d'abord qu'on s'attarde et qu'on focus sur s'assurer qu'il se sente en sécurité, qu'il soit pas en mode réactif, donc en mode survie, de fuite ou de combat ou de figé. Puis qu'il soit en mesure de gérer l'information sensorielle qui vient vers lui. Fait que s'il ne se sent pas en sécurité, il est déjà en fight or flight, en mode survie, ou si au niveau sensoriel, il est déstabilisé, ben, on ne peut pas lui demander là, de nous expliquer sa pensée, on ne peut pas lui demander de faire un travail ou de même réaliser ses responsabilités pour le bâtir. Fait que notre travail, c'est vraiment de répondre aux besoins de base qui sont au sous-sol. Lorsqu'un enfant a de grandes émotions ou se sent menacé, il est dérégulé. Oui, c'est ça. Et dans son cerveau du sous-sol, ils ne peuvent pas accéder à leur cerveau d'en haut où se produisent la pensée et le raisonnement. C'est un comportement difficile. Fait que l'outil qu'on a comme parents, c'est de vraiment le pouvoir de notre relation avec l'enfant pour s'assurer qu'il se sente en sécurité. Ils ont besoin de notre aide pour gérer la situation, mais pas pour l'aggraver. Fait qu'il faut vraiment des fois qu'on se parle puis qu'on aille respirer un peu avant d'intervenir parce qu'ils viennent nous chercher. Euh, Puis c'est pas le moment quand ils sont en crise de leur demander de raisonner ou de nous expliquer le pourquoi de la chose. Notre job à ce moment-là, c'est vraiment de les écouter, de les valider puis de les aider à se sentir en sécurité. Nous, c'est le travail de l'adulte de rencontrer l'enfant là où il est. Euh, C'est ça. Aussi, on peut essayer de s'assurer que les besoins physiologiques de base de l'enfant sont répondus. Certains enfants, particulièrement les enfants autistes, ils vont pas nécessairement connecter leur inconfort avec la bonne sensation. Fait que est-ce ils ont soif, ils ont faim? On le voit souvent avec les tout petits à la garderie
qui manquent d'énergie ou qui s'emportent pour n'importe quoi, puis finalement, on leur donne une collation, puis là, tout le monde est heureux, mais il y avait comme un inconfort intérieur auquel eux, ils n'arrivaient pas à faire le lien pour répondre aux besoins. Fait que c'est les choses de base, mais des fois, on passe par-dessus avec les plus grands, mais ça vaut peut-être la peine d'y revenir. Puis, porter attention à leurs besoins sensoriels, qu'est-ce que ça veut dire? Fait qu'encore, Greg Santucci, parce que je ne sais pas si vous voyez, si je grossis, est-ce que ça grossit pour vous? Oui. Oui, ça grossit aussi pour nous. Excellent. Donc, comment réfléchir à l'environnement sensoriel? Si on prend sens par sens auditif, est-ce qu'il y a trop de bruit de fond? Est-ce que c'est trop bruyant? Est-ce qu'ils entendent une voix intérieure? Est-ce qu'ils ont de la difficulté à entendre ou à s'exprimer clairement? Est-ce que c'est trop bruyant, trop sombre, trop surstimulant? Est-ce qu'il y a beaucoup de pollution visuelle? Est-ce que c'est trop pour eux? Au niveau du mouvement, souvent, les jeunes ont besoin de bouger. On leur demande beaucoup d'être assis et de ne pas bouger. Alors, leur donner une opportunité de mouvement, une opportunité de travail lourd ou travail contre résistance, avoir différentes options pour s'asseoir. Ça peut être un banc d'équilibre, un ballon, un beanbag. Comment on dit ça en français? Une poire. J'ai entendu. En France, on dit une poire. Et en fait, cette checklist-là, est-ce que tu conseilles en fait aux parents de préparer un peu ça, connaissant leur enfant, pour l'utiliser au moment ou poser la question à l'enfant, est-ce que tu as besoin de ci, est-ce que tu as besoin de ça? Ben, idéalement, quand l'enfant est calme, dans un état où on peut avoir cette conversation-là avec eux, on peut apprendre à connaître leur sensibilité, c'est quoi les choses qu'ils trouvent agaçantes ou attrayantes. Peut-être que vous en connaissez déjà, peut-être que c'est des questions que vous vous êtes pas posées. Euh, mais sinon, c'est d'observer, puis on peut faire des essais, on peut tamiser l'éclairage, hein. Souvent, juste d'avoir un éclairage qui est moins aveuglant, ça aide à calmer l'énergie ou les esprits. Euh, Fait que c'est ça, c'est le travail souvent d'une ergothérapeute avec les familles de vraiment départager toutes les préférences et sensibilités sensorielles, mais seulement de consulter cette liste-là, ça ouvre un peu notre esprit puis notre curiosité pour essayer de s'assurer qu'on n'a pas manqué quelque chose tu sais, qui peut causer, dans le fond, une grosse réaction ou un défi, mais si on répondait à ce besoin-là, on aurait déjà moins de difficultés. Oh, là, c'est vraiment trop gros. Fait qu'une fois que vous avez accompagné votre enfant, vous avez répondu à ses besoins de base et sans sécurité, il n'est pas dans un état de survie, ben là, on peut s'adresser ou travailler chercher des stratégies pour surmonter les choses qui sont plus difficiles. Puis encore, là, je vous ai partagé les ressources, puis celle-là, elle existe en français, elle est traduite sur le site de Dr. Ross Green. Euh, Lui propose vraiment une feuille, puis je trouve que ça ressemble un peu à la relecture parce que c'est vraiment de poser une question à l'enfant pour essayer de comprendre pourquoi c'était difficile cette chose-là. Euh, Puis on parle jamais du comportement, on parle de la situation qui était difficile pour l'enfant. Fait que on veut pas. On veut pas pénaliser ou créer de la honte à l'enfant parce qu'il y a eu un gros comportement, par exemple, ou une grosse réaction, ou il s'est exprimé de telle ou telle façon. On veut vraiment centrer le travail sur c'est quoi la situation. Dr. Green il appelle ça, c'était quoi le problème qui n'était pas résolu dans le fond. Fait que focuser sur ça. Puis ce qu'il propose, c'est vraiment de... Fait que sur cette feuille-là, euh, il y a
il y a les petites cases qui peuvent nous amener à réfléchir sur c'est quoi les habiletés manquantes de l'enfant qui fait en sorte qu'il n'était pas capable de réussir la tâche. Euh, Puis, lui, c'est ça, il parle de problèmes non résolus. Fait qu'on on parle pas du comportement, on parle de la situation qui était difficile. Puis là, c'est ça, cette feuille-ci, il appelle ça le plan B. Fait que le plan B, c'est la solution idéale, dans le fond. Fait qu'il va dire, il va faire parler l'enfant de, j'ai remarqué que, blablabla, problème non résolu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Fait que là, on va vraiment aller chercher les mots de l'enfant ou l'expérience de l'enfant par rapport à la situation difficile. Fait que c'est pas nous l'expert, on ne sait pas ce qui s'est passé. Euh, et puis, s'il parle pas ou s'il dit je sais pas, ben, on peut essayer de comprendre pourquoi. Fait qu'il y a des questions qui nous sont proposées pour essayer d'aller chercher l'information de la part de l'enfant. Fait que dans cette étape-ci, il faut absolument éviter. C'est ça. Le but de cette étape-ci, c'est vraiment de connaître le vécu de l'enfant, mais de créer de l'empathie puis de la confiance. Fait qu'il faut pas sauter par-dessus cette étape-là parce que c'est ce qui va nous permettre après de chercher des solutions de façon vraiment collaborante. Euh, c'est ça, de ne pas traiter l'étape comme s'il s'agissait d'une formalité, mais de vraiment s'intéresser à ce que l'enfant a vécu, de prendre vraiment notre temps pour aller creuser ces choses-là. Puis une fois qu'on a l'impression qu'on a vraiment saisi la situation de la perspective de l'enfant, c'est à notre tour en tant qu'adulte de définir c'est quoi nos préoccupations. Fait que souvent, nous, nos préoccupations en tant que parents, c'est vraiment la sécurité de l'enfant. Fait que, il nous donne des pistes pour formuler nos préoccupations. Puis l'étape 3, c'est vraiment là où on travaille de façon collaborative avec l'enfant pour essayer de trouver des solutions aux problèmes. Puis, puis on donne vraiment tout l'espace possible à l'enfant pour que lui, mais ça ne veut pas dire qu'on croit tout ce qu'il dit. Il faut que ce soit des solutions réalistes. Fait que, tu sais, on peut amener notre grain de sel, mais il ne faut pas qu'on saute avec nous notre solution parce que nous, les adultes, on a toujours des solutions aux problèmes des enfants. Mais si on veut que l'enfant s'engage dans ce processus-là, c'est vraiment important de lui laisser trouver les solutions possibles. Euh, j'ai fait une formation avec Dr. Green, puis j'ai adoré. Il est venu à Vancouver. Euh, mais honnêtement, vous pouvez faire la formation gratuitement en visitant son site web puis en suivant toutes les petites capsules vidéo. Toute l'information est là. Mais ce qui est vraiment intéressant dans les capsules vidéo, c'est qu'il a filmé le processus avec des enfants différents. Puis il l'a fait avec des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Et puis c'est vraiment, ça donne des larmes aux yeux, là. C'est vraiment touchant de voir le potentiel de résoudre les problèmes que les enfants y ont. Puis de voir comment les parents ils peuvent avoir eu peut-être une mauvaise ou les enseignants qui n'ont pas compris pourquoi la situation était compliquée. Il y a quelque chose d'autre qui se passait. Puis quand on crée ce lien de confiance-là avec les enfants, mais ils sont capables de nous en faire part. Fait que là, on arrive à la fin de ma présentation. J'ai pas trop débordé quand même. J'ai mis des liens des différentes ressources que j'ai trouvées. Euh, c'est ça. J'ai inscrit ça là pour vous. Et puis c'est la fin. Il y a une ressource dont j'ai pas parlé parce que je ne sais pas c'est quoi les réalités de chaque parent au niveau des défis de leurs enfants, mais une autre ressource que j'aime beaucoup, c'est Autism Level Up. C'est une équipe, deux femmes qui ont des doctorats, une en psychologie, puis l'autre l'autre, elle est ergothérapeute, éducatrice et psychologue. Fait que ensemble, ils ont travaillé. Puis une des deux est une adulte autiste qui a été diagnostiquée dans l'enfance, mais à qui on a révélé le diagnostic seulement à l'âge adulte. Fait qu'elle elle parle beaucoup de la première partie de mon atelier, là, dire ou ne pas dire à quel point pour elle ça a été néfaste de ne pas savoir pourquoi elle ne réussissait pas à faire des choses, puis à quel point, une fois qu'elle a su euh,
qu'elle était autiste, ça a été vraiment, vraiment guérissant. Wow, Ouais. super intéressant. Merci beaucoup, Dominique, pour la présentation.